est un exerciceur qui contient plus d'une quarantaine d'exercices différents. On passe du mot croisé au questionnaire à choix multiples, au graphique interactif, au tableau blanc, au pendu. Il y a toute une série de widgets possibles qui peuvent être utilisés et qui sont déjà proposés sur la plateforme. Et donc, on a toute une catégorie qui va se proposer, hein. Moi, ce que je vais m'atteler principalement, c'est la création d'un quiz avec vous. L'avantage aussi de BookWidget, c'est qu'il y a une correction qui est semi-automatisée. Ça veut dire que pour tous les questionnaires type euh, choix multiples, annotation d'images, etc., vous avez la possibilité de mettre en place la correction automatique. Donc vous n'allez pas devoir intervenir pour cette partie-là, l'élève va pouvoir être autocorrigé. Pour les questions ouvertes, pour tout ce qui est schématisation, qui est possible aussi sur BookWidget, à ce moment-là, c'est l'enseignant qui devra intervenir pour pouvoir réaliser la correction manuelle. Vous avez la possibilité aussi d'avoir un tableau de progression pour pouvoir faire le suivi de vos élèves de manière individuelle, et ce pour chaque question des évaluations que vous allez pouvoir leur transmettre. Au niveau de son utilisation, vous avez deux parties. La partie version en ligne qui vous permettra de réaliser vos questionnaires et de faire le suivi des élèves, et la partie sur iPad au niveau d'une app qui permettra aux élèves facilement de pouvoir se connecter à vos évaluations, à vos quiz, sans devoir mettre une URL complète. C'est assez simple avec un simple code que vous pouvez générer. La version qui est en ligne est une version qui est francisée. Je vous montrerai en direct comment passer justement sur cette partie francisée assez facilement. L'avantage de BookWidget, c'est qu'il est multiplateforme. Vous pouvez y accéder d'un Mac, d'un PC, d'une tablette, notamment sur iPad avec Safari. Donc on a vraiment cette adaptation, et ça c'est quelque chose qui me tenait à cœur, l'adaptation de nos widgets qui se fera en fonction de l'écran sur lequel vous vous trouvez. On n'a vraiment pas de perte de qualité à ce niveau-là, comme d'autres outils équivalents à BookWidget. Là, il est vraiment complètement responsive au niveau du browser que vous allez utiliser ou de l'appareil que vous allez utiliser. Alors, sur le site, l'enseignant peut consulter les résultats des quiz, des sondages qu'il va pouvoir effectuer, et il va pouvoir, comme je vous l'avais dit juste avant, pouvoir choisir la langue qu'il va vouloir suivre par défaut. Euh, la première page de connexion de BookWidget est en anglais. Alors, je vais quitter mon mode présentation et je vais vous partager tout d'abord ceci. Voilà. Donc là, je me suis simplement rendu sur la page de BookWidget. J'ai choisi Chrome ici pour pouvoir avoir une traduction instantanée de la page d'accueil. Euh, Plusieurs choses à vous indiquer ici. Vous pouvez déjà suivre toute une série d'éléments qui se trouvent ici à l'écran. Vous avez la possibilité en haut de pouvoir vous connecter. Et quand vous voulez vous connecter, vous avez la possibilité de le faire de différentes manières, soit avec votre identifiant Google, soit avec un identifiant Microsoft, soit avec un identifiant Smart School, ou bien de créer un compte classique à partir de votre adresse mail. L'avantage, si vous utilisez chez vous, dans votre école, la suite Google, Microsoft ou Smart School, c'est que vous allez pouvoir bénéficier de l'intégration de BookWidget
au sein des différentes plateformes. Alors pour Google, c'est Google Classroom. Pour Microsoft, ça retrouvera dans Teams. Et pour Smart School, vous allez pouvoir retrouver dans votre panel, pour ceux qui l'utilisent, l'onglet BookWidget. L'avantage de ces différents systèmes, c'est que vous allez pouvoir récupérer les informations issues directement de BookWidget et des exercices et des quiz que vous avez attribués à vos élèves, et même d'y récupérer les notations. J'ai pu faire l'essai assez récemment avec Smart School, et donc quand un enseignant transmet un travail à ses étudiants, les résultats sont directement portés sur Smart School, ce qui permet par la suite d'avoir l'opportunité, même pour les parents, de voir les résultats des élèves. N'hésitez pas si vous avez des questions à ce sujet-là. Alors, vous avez une indication ici sur le site qui vous permet d'avoir déjà des propositions en fonction du niveau scolaire dans lequel vous évoluez, soit l'enseignement primaire, soit l'enseignement secondaire, voire même l'université. Si je suis professeur d'école élémentaire, vous avez toute une série d'éléments qui vous sont présentés à cet endroit-ci. De toute façon, je les présenterai par la suite. Alors, vous voyez en haut le bandeau qui vous indique que BookWidget est temporairement gratuit à l'essai pendant 60 jours. Au départ, il est gratuit pendant 30 jours. À la fin de ces 30 jours, votre compte n'est pas supprimé. Il est toujours effectif. Malheureusement, vous n'avez pas la possibilité de l'utiliser complètement. Et donc, il y a malheureusement un abonnement à payer pour pouvoir l'utiliser à plus long terme. Si certains d'entre vous créent leur compte et arrivent à la fin de la période d'essai des 60 jours, mais ne savent pas encore s'ils vont continuer pour la rentrée scolaire prochaine, je vous invite à prendre contact avec moi, je vous transmettrai mon adresse mail. J'ai quelques codes d'essai, en tout cas de prolongation d'essai de 3 mois que je peux vous attribuer, ce qui vous portera à fin septembre si vous commencez ici votre essai de 2 mois plus les 3 mois que moi je peux vous apporter. Alors au niveau de la tarification, malheureusement il faut y passer. Il y a plusieurs profils possibles. Vous avez le profil prof seul, un seul enseignant. Vous avez le profil groupe d'enseignants que les écoles vont pouvoir choisir. Vous avez un profil classique pour les non-enseignants et puis un profil pour les professionnels. Il faut savoir que BookWidget n'est pas utilisé que dans le monde de l'enseignement, mais aussi dans le monde du privé, des entreprises. Alors, pour la version Pro, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un paiement mensuel de 9 euros par mois, soit vous faites un paiement pour l'année de 49 euros. Ça vous permet d'économiser du coup 59 euros par an. Attention, je tiens à préciser, tous les prix qui sont affichés sont hors TVA. Donc à ça, vous devez encore ajouter la TVA de 21% qui s'applique en Belgique. Au niveau du groupe d'enseignants, vous avez les licences pour 5 professeurs. Donc par pack de 5 professeurs, ça vous coûtera 49 euros par enseignant. Si vous prenez plus de 10 licences, vous descendez à 35 euros. Et ce, quel que soit le nombre d'enseignants que vous prenez après. Vous pouvez de toute façon prendre contact avec BookWidget pour vous demander un devis si c'est pour un groupe d'enseignants. Alors au niveau des accessibilités, entre la version prof et la version groupe enseignant, il n'y a pas beaucoup de différence, en tout cas en ce qui nous concerne. La seule chose qui sera un peu plus intéressant, c'est de ne plus avoir le logo BookWidget, ainsi que la conception de widgets personnalisés. Alors je vois qu'il y a des questions, donc combien est-ce que j'ai répondu? Est-ce que quand on prend 1 an,
et que l'abonnement vient à échéance, on garde encore accès aux exercices qu'on a créés. Oui, tout à fait. C'est exactement la même chose pour votre version d'essai. Donc tout ce que vous avez pu créer sur votre compte ne sera pas ne sera pas supprimé. La seule chose, c'est que pour pouvoir y accéder, ben, votre compte doit être actif et donc vous devez avoir payé votre abonnement. J'ai déjà eu le cas, ça ne pose aucun souci. On a commencé chez nous à l'école avec des comptes d'essai de 1 mois que moi j'ai prolongé par les bons que j'ai grâce à BookWidget de 3 mois. Et puis on a fait une sélection des enseignants évidemment qui étaient intéressés de continuer dans l'aventure. À ce jour, sur les 90 temps plein que nous avons, plus de 25 enseignants à l'heure actuelle utilisent quotidiennement BookWidget. Voilà, je ne sais pas si vous avez encore des questions par rapport à cette partie-là. C'est un paiement qui peut se faire assez facilement. Attention que pour les écoles, je sais que beaucoup d'écoles n'ont pas la capacité de pouvoir faire les paiements par carte bancaire. Vous avez la possibilité en demandant directement à BookWidget sur l'adresse mail info@bookwidget.be de vous faire un devis et de payer l'abonnement directement par virement. Voilà. Alors, je vais rebasculer avec mon autre page. Voilà. Et je vais passer sur Safari. Voilà. Alors, je vais d'abord peut-être vous expliquer pour moi la raison pour laquelle je suis passé sur BookWidget. J'avais besoin de pouvoir interroger mes élèves, voir un petit peu où ils en étaient au niveau de leur progression. Au niveau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, à l'heure actuelle, on nous demande de modifier notre manière d'évaluer et de partager notre évaluation en 2 temps. Le premier temps, une évaluation formative pour voir où se situent les élèves, et un deuxième temps, l'évaluation sommative qui permettra d'arriver évidemment à la constitution d'une certification pour les élèves en fin d'année. Je me suis rendu compte que lorsque je réalisais des évaluations formatives classiques en classe, je perdais parfois beaucoup de temps parce que ça me prenait parfois une demi-heure, 3/4 d'heure à laisser les élèves répondre à un questionnaire, en général en format papier. Et finalement, je perdais du temps pour pouvoir leur expliquer certaines choses. Et donc, je voulais trouver un système qui me permettait de les évaluer à distance, qu'ils soient à la maison ou bien en salle d'études lorsqu'ils n'ont pas cours. Et c'est de cette manière-là que je me suis porté sur BookWidget, euh, uniquement évidemment pour mes évaluations formatives. À ce jour, je n'ai pas encore réalisé d'évaluation sommative, simplement parce que nous sommes tenus encore de mettre à disposition ces évaluations au niveau de l'inspection, si inspection il devait encore y avoir. Et donc à ce titre, je ne l'ai pas encore utilisé de cette manière-là, mais uniquement pour le formatif. Alors, pour l'assignation des widgets, en tout cas la création des widgets, une fois que vous êtes connecté, une fois que vous avez créé votre compte, vous retrouvez la page qui est affichée ici. Et vous avez plusieurs possibilités pour créer votre widget, soit directement de la page d'accueil, où vous avez un onglet Mes widgets et créer un widget, ou bien en allant dans Widget sur la barre latérale et de faire créer un widget. Petite précision, je l'avais cité tout à l'heure, mais je vous remontre ici en direct sur Safari. Tout en bas de votre page, vous avez la possibilité de choisir la langue anglais, néerlandais, français ou allemand. Donc, pour la création d'un widget,
Vous avez plusieurs types de widgets qui vous sont proposés. Certains qui sont classés dans test et contrôle. Puis vous avez une série de jeux. Vous avez toute une série de widgets qui peuvent travailler avec des images et des vidéos. Et puis des widgets spécifiques aux mathématiques, à l'intégration de tiers et divers, notamment un que j'utilise quand même assez souvent, formulaire et sondage. Alors j'ai essayé de les repasser en revue rapidement, même si vous pouvez assez aisément voir à quoi ils correspondent. Donc l'évaluation de la leçon qu'on utilise assez régulièrement en fin de leçon pour poser 2 questions pour voir si les élèves ont bien suivi l'évaluation. En tout cas, ont bien suivi le cours. Attendez, je vois qu'il y a pas mal de questions. Quelle différence entre l'app et BookWidget en ligne, Nadette? La simple différence, c'est que BookWidget en ligne permet la création des widgets et les suivis des évaluations. Donc c'est vraiment par là que les enseignants vont pouvoir passer. L'application va permettre simplement de pouvoir réaliser les quiz, donc que l'étudiant puisse se connecter via l'application pour pouvoir répondre aux questionnaires, aux évaluations que vous leur mettez à disposition. On n'a pas la possibilité via l'application de pouvoir faire le suivi des élèves personnalisés comme je vous le montrerai juste après. Je ne sais pas si ça répond à ta question, Nadette. Alors, vous avez des cartes flash un peu comme on vous a retrouvé chez Quizlet, un tableau blanc fractionné, donc qui permet d'avoir un document d'un côté et une prise de notes manuscrites de l'autre, les recherches directement sur le web, les feuilles fractionnées, le tableau blanc, les feuilles de travail, les exercices de chronologie qui sont très utilisés par nos collègues en histoire. Et puis la partie qui m'intéresse moi le plus, qui est la partie quiz. C'est cette partie quiz que moi j'utilise personnellement pour rédiger mes évaluations formatives parce qu'ils permettent d'avoir toute une panoplie de types de questions possibles. Je vous laisse découvrir la partie jeu avec les mots croisés, les puzzles, etc. Qui sont très très intéressants et encore plus intéressants je pense pour le primaire que pour le secondaire. Et je passe maintenant sur la partie quiz. Quand vous cliquez sur quiz, il va donc vous créer votre widget. Vous avez plusieurs parties à la rédaction de ce questionnaire. Tout en haut à gauche, vous pouvez attribuer un titre à ce questionnaire. Je vais l'appeler simplement webinaire lab 9, que je peux modifier quand je veux. Alors, ici vous allez retrouver donc toutes les questions. Oui, je mets mon Safari en full screen. Voilà François. De rien. Vous allez pouvoir modifier les titres et savoir comment fonctionnent les rapports, les options générales, les localisations, les options de conception. Et je reviendrai après sur comment importer depuis Excel. Alors, pour ajouter une question, vous appuyez simplement sur ajouter une question et vous avez une multitude de types de questions qui vous sont proposées. La question à choix multiples, les questions avec réponse sur une ligne, le texte enrichi, les questions avec les espaces vides à remplir, les tableaux, les questions sous forme de grille, les images à annoter, le tableau blanc. Vous pouvez demander aux élèves de prendre une photo d'une situation et cette photo va directement s'insérer dans en tant que réponse. Les classements de mots, les classements d'objets à partir d'images, les choix multiples à partir d'images. Alors pour tout ce qui est choix multiples, vous pouvez avoir soit une sélection multiple. Vous pouvez aussi avoir des enregistrements audio. Je pense aux professeurs de français et aux professeurs de langue qui veulent récupérer directement une partie orale des élèves. Les correspondances,
mots et mots, images et images, sons et images, parce que vous pouvez aussi ajouter des sons à Book Widget, faire des glissés, déposés, pour arriver jusqu'à des questions à réponse numérique. Moi qui suis prof de sciences, je vous avoue que j'ai déjà beaucoup utilisé les équilibres d'équations chimiques et les générateurs de composés ioniques. Donc c'est vraiment des outils très spécifiques qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Alors je vais commencer par la simple question à choix multiple. Et lorsque je sélectionne ma question, j'ai tout un tableau de configuration qui me permet de pouvoir travailler cette question. Je vais prendre ici par exemple, avez-vous déjà utilisé BookWidget sur iPad et d'y insérer une réponse, oui ou non. Alors, à chaque fois que vous ajoutez une réponse, vous avez une proposition d'insérer une nouvelle réponse. À ma connaissance, en tout cas, moi je ne suis jamais arrivé à la limite de réponses proposées dans les questions à choix multiples. Et lorsque vous avez une question à choix multiple avec un seul choix, il vous suffit de cocher la réponse que vous souhaitez être sélectionnée comme correcte. Donc c'est ce qui permettra ici de pouvoir vérifier les réponses après pour vos étudiants. Vous pouvez demander un ordre aléatoire des réponses, c'est-à-dire que d'un étudiant à l'autre, à chaque fois quand il va afficher le questionnaire, si vous avez une dizaine de propositions, les propositions ne seront pas affichées dans le même ordre, ce qui leur évite de pouvoir facilement tricher en classe. Vous pouvez demander, quand vous avez une multitude de réponses aussi, une disposition en plusieurs colonnes, ce qui va vous permettre de gagner de la place au niveau de votre présentation et d'avoir tous les choix dans une même zone sans devoir faire le scroll pour pouvoir descendre dans la question. Alors, pour chaque question que vous allez mettre en place, et ça c'est hyper utile je trouve, vous pouvez donner une explication. Je reviens en arrière, donc si vous cliquez sur explication, vous pouvez donner une description à l'étudiant par rapport à cette question. Ce qui permet du coup, s'il rencontre des difficultés à comprendre votre question initiale, de lui apporter des informations complémentaires. D'accord? Vous pouvez y rajouter même une image si vous le souhaitez au niveau de l'explication. Vous pouvez lui ajouter aussi un indice qui lui permettra de retrouver plus facilement la réponse, un indice qu'il utilisera ou pas. Vous pouvez y ajouter une description audio ou une image. La description audio, je la trouve très utile, surtout si vous avez des élèves à besoins spécifiques, notamment des élèves qui sont dyslexiques. Il est tout à fait possible pour eux d'entendre la question oralement et donc d'avoir de permettre de passer au-dessus de ces difficultés. Vous pouvez avoir une numérotation de la question et puis une option de score qui vous permet de définir le nombre de points associés à cette question. Donc ici, si je choisis 5 points pour cette question, je reviens en arrière, c'est déjà validé. Alors, lorsque vous avez rempli votre question, vous pouvez encore aller un peu plus loin si vous le souhaitez. Vous pouvez passer ici en haut à droite en texte enrichi. Alors, à quoi sert le mode texte enrichi? Simplement, vous avez accès aux outils qui se trouvent ici au-dessus et donc de ne pas avoir votre question toute simple, mais de pouvoir mettre par exemple certains termes en gras, en italique, en souligné, éventuellement même d'y insérer un lien directement en notant
l'URL du lien, ce qui peut de ce fait-là éventuellement renvoyer l'élève vers une ressource extérieure. Vous pouvez modifier la police, la taille, la couleur, la justification du texte et insérer des puces ou une numérotation et insérer une image, une vidéo, un son ou un son de manière générale ou un tableau. Si je prends par exemple ici image, il va vous demander de choisir une image, soit directement de votre ordinateur, soit de Google Drive, soit de trouver une image en ligne. Et si je vais simplement ici reprendre une image au hasard, voilà. Et donc cette image apparaît dans votre question à l'endroit où elle doit être insérée. Et vous pouvez de nouveau avoir toute une série de réglages par rapport à l'image, modifier la taille, rogner, etc. Donc il y a toute une série d'éléments qui sont encore modifiables à ce niveau-ci. Voilà. Une fois que vous avez édité votre question, je vais revenir peut-être sur celle-ci, vous revenez en arrière et vous pouvez ensuite ajouter une autre question. De nouveau, vous n'êtes pas obligé de retrouver le même type de question, la même catégorie de questions que la première que vous avez éditée. Vous pouvez passer sur n'importe quelle autre. Alors, je vais choisir par exemple ici l'image à noter. Alors, on peut toujours noter évidemment une consigne à l'élève, ce qui est important. Donc, annote l'image suivante. Hop. C'est en ordre. Alors, pardon, j'ai été trop vite. Je vais choisir l'image. Je vais reprendre mon dossier. Par exemple, l'image qui est ici. Et puis, vous avez l'option champ de saisie. Et vous pouvez choisir où vous souhaitez mettre votre champ de saisie et à partir d'où il commence. Voilà, terminé. Et puis, ajouter un champ de saisie. Vous avez donc le suivant. Vous pouvez positionner le box de remplissage et l'endroit qui est pointé. Terminé. Et vous pouvez ajouter autant de champs de saisie que vous voulez. Alors, ça a l'air assez compliqué de se rendre compte quand on voit l'interface qui est ici de ce que rend la question finale. Et donc à ce titre, vous allez pouvoir utiliser l'onglet qui est ici au-dessus, Aperçu. Quand vous cliquez sur Aperçu, vous avez la vue de l'élève, donc avec la première question qui avait été posée, où vous allez pouvoir tester comme l'élève la question, passer à l'image suivante, et vous voyez ici mon illustration avec les deux zones de saisie que je vais pouvoir sélectionner et remplir. Voilà. Alors, je vais revenir à la conception, au retour ici. Alors, vous avez les options d'affichage pour les champs, vous avez les explications à indices, l'audio, les options clavier aussi qui peuvent être modifiées ici assez facilement. Alors, vous pouvez ajouter une réponse correcte pour le remplissage
de votre box. Je vais remettre test ici. Voilà. Et quand je vais refaire aperçu, je viens remettre test ici. Voilà. Alors, je vois la question ici, désolé, hein, c'est difficile de passer d'un écran à l'autre. J'ai enregistré l'appli sur mon iPad et tout est en anglais. Est-ce possible de la mettre en français? Non, malheureusement, l'application n'a pas été développée en français. Elle est développée uniquement, comme le dit Christophe, en anglais et en néerlandais. Donc c'est pour ça que j'avais insisté sur l'importance de passer directement sur Safari, aussi bien sur l'iPad que sur Mac ou sur PC pour pouvoir éditer vos questions parce que ça va être très difficile pour vous de pouvoir le faire à partir de l'app. Alors, vous pouvez dans les réglages ici de votre questionnaire déterminer une identification pour le widget. Vous avez le nom du widget qui correspond au nom que je vais donner ici au-dessus. Je peux bien sûr le modifier et donner un nom au groupe également. Je vais pouvoir au même endroit activer l'envoi des réponses. Ça veut dire que si je désactive cette option-là, l'étudiant ne peut pas me renvoyer ses réponses. Donc vous devez bien faire attention que l'envoi des réponses est activé ici. Et quand cet envoi de réponse est activé, au niveau de l'aperçu, vous allez voir ici au-dessus la petite enveloppe qui apparaît. Lorsque l'élève va cliquer sur l'enveloppe, il va pouvoir envoyer sa réponse en indiquant son nom, son email et l'email de l'enseignant. L'avantage, c'est que, en précisant bien évidemment aux étudiants comment ils doivent noter leur nom, donc nom de famille, prénom par exemple, prénom et nom de famille, éventuellement même la classe, l'email de l'élève pour pouvoir lui faire un feedback après de son évaluation, et l'email de l'enseignant pour que l'enseignant puisse le recevoir directement par mail. Alors vous n'êtes pas obligé de l'envoyer à l'enseignant. Si vous faites simplement envoyer, vous allez récupérer l'évaluation directement sur la plateforme. L'avantage de l'envoyer par mail, c'est que vous avez bien une confirmation par la boîte mail et une preuve que l'évaluation a été réalisée. Bon, pour une évaluation formative, je ne pense pas que ça soit vraiment nécessaire, mais pour les évaluations sommatives, si vous désirez en faire, je pense que ça peut être intéressant. Alors, vous avez la possibilité de demander que l'élève ne puisse envoyer que une seule fois ses réponses ou bien plusieurs fois. Dans mon cadre de classe, lorsque j'attribue une évaluation formative, ils font une première fois l'évaluation formative et je leur laisse la possibilité de pouvoir la recommencer autant de fois qu'ils veulent. Savoir que vous allez évidemment augmenter le nombre. Non, 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 Nadette, il n'est pas obligatoire que l'élève ait une adresse mail pour pouvoir, en tout cas, réaliser le quiz. Ce qui est intéressant évidemment pour les élèves du primaire qui rarement ont une adresse mail, voire certaines classes du secondaire, certaines écoles qui ne l'ont pas encore. Ça va. Par contre, dans l'idée de pouvoir récupérer, que l'élève puisse récupérer un feedback de son évaluation, c'est à ce moment-là, je pense qu'il est très utile de penser à cette adresse mail. Au pire, vous pouvez même avoir une adresse mail, je pense pour le primaire, une adresse mail pour les parents. Donc les parents peuvent récupérer l'évaluation réalisée par les élèves avec tout le feedback que vous avez pu mettre. Je vous avoue que nous on le fait. Ah ben voilà. Oui, je rentre pas dans les détails évidemment pour les options de mail, mais vous l'avez ici. Vous pouvez vraiment gérer plein de choses. Ici, c'était une présentation pour l'instant générale que je fais. Alors, je vois que le temps file à une allure incroyable.
Euh, je vous montrerai où est-ce que vous pouvez trouver d'autres informations pour configurer toute cette partie-là. Et donc moi, de mon côté, je ne demande pas de le faire une seule fois. J'ai donc des élèves que quand on approche de l'évaluation sommative, refont les évaluations formatives qu'on a pu faire précédemment, juste pour pouvoir s'exercer. Vous pouvez évidemment gérer les données du formulaire d'envoi, donc avec le box que je vous avais montré précédemment, le nom de l'élève, visible ou pas, modifiable ou pas, l'email de l'élève, l'identifiant de l'élève si vous utilisez une identification particulière, même chose pour l'identification de la classe et l'identifiant de l'enseignant. Vous pouvez mettre des valeurs par défaut, notamment ici l'identifiant de l'enseignant. Moi je peux mettre par exemple ici le mien. Comme ça, l'élève n'a pas à le renoter. C'est directement à cet email-là qu'il sera envoyé. Ce que je fais aussi pour les miens, je le laisse évidemment modifiable, celui-ci pas. Mais on a une adresse mail école, je mets simplement 3 petits points, arrobas student.arnivel.be. L'étudiant sait qu'il va simplement devoir modifier le début de son adresse mail, mais au moins il sait à quelle adresse mail ça correspond rien qu'en mettant l'extension. Sauf que certains oublient parfois un T, un S dans l'extension, ce qui est un petit peu parfois compliqué. Vous avez un mode examen que vous pouvez activer. Dans ce mode examen, vous pouvez définir une durée maximum. Et vous pouvez notifier ou pas si, en tout cas activer ou désactiver que l'élève puisse recommencer une fois que le minuteur est écoulé. Alors au niveau du général, vous avez toutes les options de correction. Donc est-ce que vous affichez les bonnes réponses lorsque le quiz est terminé, oui ou non? Vous pouvez ajouter un mot de passe pour pouvoir accéder aux correctifs pour les étudiants. Vous pouvez demander de colorer immédiatement les réponses correctes. Quand vous choisissez cet élément-là, si je tapais test, comme dans l'exemple que j'ai montré tout à l'heure, une fois que test est tapé, et que c'est évidemment le bon terme, il passe au vert. Vous pouvez demander d'afficher le score lorsque le quiz est terminé, soit le score uniquement, soit le score par rapport au maximum. Alors, si ce sont toutes des corrections automatiques, vous pouvez faire le score par rapport au maximum. Et l'élève récupérera comme un 18 sur 20. Si par contre il y a toute une série de questions sur lesquelles vous devez encore intervenir pour la correction, moi je vous donnerai comme indication soit de choisir non, soit de mettre le score uniquement, parce que évidemment les valeurs pour les questions qui n'ont pas encore été corrigées automatiquement et que vous allez devoir faire manuellement valent 0. Et donc, si vous mettez moitié-moitié sur une interro sur 20, vous mettez moitié-moitié correction automatique et l'autre question que vous devez vous-même corriger, le meilleur score que l'élève peut avoir, du coup, c'est 10 sur 20, en tout cas à la fin du quiz. Et il ne pourra récupérer son résultat final qu'une fois la correction manuelle faite par l'enseignant. Alors, vous pouvez autoriser la modification ou pas, c'est-à-dire que quand vous faites plusieurs questions, est-ce que l'élève peut revenir en arrière sur une question si il estime s'être trompé? Moi, je le coche systématiquement parce que je ne vois pas pourquoi l'élève aurait une chance pour pouvoir faire sa question et puis une fois qu'il passe à la question suivante, il ne pourrait pas revenir en arrière. Et vous pouvez bien sûr ajouter des commentaires en fonction des pourcentages atteints. Donc là, on est vraiment dans la notion de feedback. Admettons un élève qui n'atteint pas les 50%, vous pouvez lui ajouter un commentaire automatique en disant voilà, revois telle et telle partie du cours. Une deuxième évaluation te sera proposée pour les élèves entre 50 et 70%. On ne va pas leur demander de refaire une évaluation, mais de s'entraîner à refaire certains exercices pour se perfectionner. Et pour les élèves qui ont atteint, je sais pas, 70 ou 80%, de les féliciter qu'ils ont atteint leur objectif et éventuellement leur proposer des exercices
complémentaires. Et donc, vous savez juste à mettre si le score est inférieur à, et c'est en pourcentage, et ajouter évidemment vos commentaires en fonction de ces scores. Alors, au niveau de la localisation, c'est simplement savoir comment le texte est écrit de gauche à droite, vous n'allez pas changer. La langue, éventuellement, si vous voulez changer, si vous êtes enseignant en langue. Oui, effectivement, il ressemble beaucoup à Cuisinière. Au niveau de la conception, j'y passe vite, mais vous avez le choix d'avoir une orientation qui est horizontale ou verticale. En général, la plupart des élèves maintiennent leur iPad et leur écran d'ordinateur en mode paysage, donc je vous conseille de laisser le mode horizontal. Même chose au niveau de la présentation. On peut sélectionner une image de fond qui sera utilisée. Mais honnêtement, moi, mon avis personnel, c'est que les images de fond que vous allez mettre vont distraire plus l'élève qu'autre chose. Ils perdent un petit peu leur concentration. Donc, par défaut, vous avez un fond qui est blanc, mais pour chaque question, vous pouvez définir une image de fond si vous le souhaitez. Pensez aux élèves qui ont des difficultés à la lecture. Si vous surchargez leur écran d'informations, ils vont vraiment avoir du mal à s'y retrouver. Alors ensuite, si vous le souhaitez, c'est un peu plus complexe. On va dire que c'est pour les personnes un peu plus expérimentées en fichier CSV. Vous pouvez, si vous le souhaitez, importer directement vos questions. Donc vous pouvez créer un fichier Excel, un fichier à partir de Google Doc ou de Numbers, et de pouvoir y ranger les questions et les réponses et de les importer en une fois. Honnêtement, je vous le déconseille, en tout cas dans un premier temps, d'utiliser cette option-là. Il faut vraiment être un peu plus aguerri au niveau d'utilisation de BookWidget. Alors je reviens sur l'élément qui est ici. Une fois que vous avez vos questions qui sont prêtes et que vous avez pu jouer avec l'aperçu, vérifier chaque question, voir si vous avez écrit correctement les questions, si les documents étaient correctement lisibles, vérifier vos choix multiples, etc. Vous pouvez à ce moment-là partager votre widget. Alors quand vous cliquez sur partager, il va simplement rendre votre questionnaire accessible. Alors, de différentes manières. Soit vous allez récupérer l'URL. Vérifiez bien évidemment à cocher, m'envoyer les réponses pour récupérer les réponses des élèves par la suite. Donc vous pouvez copier-coller le lien et le mettre sur n'importe quelle plateforme. J'avoue que moi, c'est la manière que moi j'utilise, c'est je fais simplement un copier-coller et je vais l'ajouter dans iTunes View et j'attribue évidemment le questionnaire à mes élèves de cette manière-là. Si vous utilisez Google Classroom, vous pouvez l'assigner directement à Google Classroom, récupérer un QR code qui va normalement être généré directement. Donc si vous êtes en classe sur votre TBI, vous pouvez l'afficher ici de cette manière-là et que les élèves flashent le QR code et seront redirigés directement vers le questionnaire. Hop. Je retourne sur partager. Vous pouvez afficher le lien de l'enseignant. Alors ce lien vous permet de transmettre le questionnaire à un autre collègue. Donc admettons deux collègues qui travaillent en P4 vont pouvoir s'échanger les widgets qu'ils ont mis en place simplement en envoyant le lien, donc en partageant le lien du questionnaire. Alors du questionnaire éditable et pas oui, on s'est téléchargé le QR code, Irène. Comme tu es sur Safari, quand tu demandes simplement de l'afficher, tu fais un clic droit et tu peux enregistrer l'image.
Ensuite, vous pouvez, si vous le souhaitez, attribuer directement le lien du widget à vos étudiants par mail. Évidemment, il faut que les étudiants aient un mail. Nous, à l'école, on a fait le choix d'avoir même des regroupements par classe. Donc, on a un mail de diffusion par classe, ce qui nous évite de devoir créer des listes classes pour envoyer nos widgets si on n'a pas l'envie ou pas le temps de publier le lien sur iTunes U. On peut envoyer directement l'email aux élèves. Ça va. Alors, la dernière méthode, c'est simplement d'aller sur l'application BookWidget pour l'iPad et d'indiquer le code qui se trouve ici, qui est un code de chiffres et de lettres, 6 au total, que l'élève va devoir recopier simplement sur l'iPad. Donc quand il ouvre l'application, il a un petit espace disponible pour pouvoir simplement noter ce code. Donc pas besoin de mettre l'URL complète, mais juste le code qui est là. Alors, si le questionnaire a déjà été réalisé et que vous voulez le réutiliser, c'est assez facile. Bon, ici, évidemment, c'est pas le cas. Je vais revenir sur un widget que j'ai fait précédemment. Je vais prendre par exemple celui-ci. Si j'ajoute une question, vous voyez que en dessous du code que j'avais précédemment, il me dit que j'ai apporté des modifications à mon quiz. Et donc, je peux mettre à jour la copie partagée. Je peux même générer un autre code si je le souhaite. Donc, vous pouvez toujours réutiliser vos anciens quiz et les réattribuer à d'autres classes et même modifier ces quiz assez facilement. Ça va. Ne pas mettre à jour. Alors, je sais que le temps avance et que je devrais déjà avoir terminé, mais il y a tellement de choses à vous montrer. J'essaye de faire le plus rapide possible. Vous pouvez classer, mais ça je vous laisserai découvrir, hein, vous pouvez organiser, vous voyez ici au-dessus à côté de créer un widget, vous pouvez créer des dossiers dans lesquels vous allez pouvoir classer vos différents widgets. Par exemple ici j'avais fait une série formation iPad, mon cours de sciences 2019-2020, qui n'est pas complet parce que j'en ai d'autres. Vous retrouvez évidemment tous ceux que vous avez pu créer qui ne sont pas encore classés. Et c'est assez simple de pouvoir les réorganiser. Vous avez une fonction là, je ne m'y attarderai pas parce que vous avez vraiment besoin d'être sur des plateformes type Smart School ou Google Classroom pour pouvoir l'utiliser. Ça veut dire que quand vous attribuez vos questionnaires, quand les élèves répondent à une question, vous voyez les résultats en live. Vous ne devez pas attendre qu'ils vous envoient les résultats à la fin du questionnaire. C'est une option qui est apparue il y a au mois de janvier, février, si je ne dis pas de bêtises, qui était en version bêta et maintenant qui est accessible. Mais vous devez avoir tout le paramétrage de votre Google Classroom ou Smart School pour pouvoir l'utiliser. Alors, vous avez la partie notes et rapports. Vous récupérez évidemment toutes vos évaluations sous la forme ici. Je vais reprendre par exemple celle-ci. Non, c'est pas la meilleure. En tout cas, c'est pas la plus complète. Celle-ci me paraît. Non, toujours pas. Ça va aller. Le problème que je rencontre parfois, c'est que je faisais à chaque fois 2A, 2B. Vous voyez, vous récupérez donc au niveau de l'évaluation, donc la question, le titre de la question, le score pour la question à chaque fois. Et pour chaque étudiant, avec nom, prénom, vous pouvez récupérer le score qu'il a obtenu pour chaque question. Attention que lorsqu'il y a une question qui doit être corrigée manuellement, en attendant, il est inscrit simplement 0. Quand je clique sur le nom de l'élève, je vais récupérer son évaluation de cette manière-là. Je peux la télécharger en version PDF. Je peux restituer le travail de l'élève après la correction.
Je peux les archiver, je peux les supprimer. J'ai ici le résumé du score de l'élève. Je vais pouvoir, à chaque fois que j'ai saisir un commentaire, ajouter un feedback pour l'élève. Et ce, de manière générale, mais ensuite par question. Et donc, pour les questions qui sont ouvertes, comme celle qui est ici, où j'ai demandé simplement à l'élève de faire une modélisation, je vais pouvoir moi-même attribuer le nombre de points ici que je vais donner à l'élève. Admettons 5, voilà. Il va comptabiliser donc les 5 points. Je peux lui ajouter un commentaire. Si l'élève a oublié quelque chose, par exemple, n'oublie pas les notations de vecteurs, donc les vecteurs force. Voilà, et donc j'ai mon petit commentaire pour l'élève. Une fois que j'ai passé en revue son évaluation et que j'ai pu faire son feedback, je peux faire envoyer. J'ai l'adresse mail de l'élève qui s'affiche vu qu'il l'a correctement encodé au départ. Le nom, enfin le titre, l'objet du mail que je lui envoie, le texte du mail et en PDF, il récupérera toute l'évaluation qui se trouve ici en dessous. Je choisis d'inclure la correction et les notes et de faire envoyer. Donc l'élève récupère toute son évaluation avec la cote finale, avec les commentaires que j'ai pu mettre et l'attribution des points question par question. Si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter une autre adresse mail ici, notamment celle des parents. Si vous avez certains parents qui vous demandent spécifiquement de récupérer les évaluations formatives. Dans notre cas, la seule chose qui change, c'est qu'on a changé student en parent. Et donc, c'est assez simple à rédiger. Pour passer d'un élève à l'autre, vous avez une petite flèche ici en haut qui vous permet de basculer directement au travail suivant sans devoir sortir de l'interface et aller rechercher dans votre liste. Ça va? Quand vous avez des sondages, malheureusement, je pense pas que j'en ai un dans cet onglet-ci, c'est mon onglet formation. Mais vous pouvez organiser des sondages et récupérer les sondages directement ici. Donc, c'est pas évidemment une évaluation. Alors, tous les réglages de compte se font ici. Donc, nom, prénom, etc. Vous pouvez voir changer de mot de passe. Et puis, votre forfait, si vous souhaitez le changer, vous pouvez le changer. Et si je vous envoie une clé momentanée, vous avez saisir une clé de licence. Alors la clé de licence, c'est celle qui vous sera fournie quand vous aurez acheté quand vous allez acheter la licence, vous allez recevoir votre clé, vous allez l'insérer là. Maintenant, vous pouvez insérer la clé que moi je vous attribue, qui sera gratuite pendant 3 mois. Vous avez un suivi des facturations et vous avez un onglet assistance qui est vraiment super utile parce que vous allez retrouver tous les didacticiels et ce en français. Et donc tout ce que je vous ai présenté ici est bien réexpliqué en détail, donc les différentes parties de l'interface. Comment créer un widget, donc tout ça est bien notifié. Voilà, je pense que j'ai été un peu plus long que prévu. J'aurais voulu vous montrer encore énormément de choses. Je suis un peu frustré, enfin, je suis super content d'avoir fait le webinaire et vous avoir pu vous partager cette partie-ci. Mais je pense qu'il est vraiment important de pouvoir réaliser ce type de formation en présentiel, de pouvoir créer ensemble des quiz, pouvoir les tester mutuellement, échanger nos pratiques, pouvoir poser des questions. Donc n'hésitez pas si vous êtes intéressé par une session en présentiel, une fois que le confinement évidemment sera terminé, d'en faire la demande, et je suis sûr que François et avec la PNEF essayeront de répondre à cette demande.
Avec plaisir, Nadette. Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous le souhaitez, euh, de différentes manières. Je vais vous donner mon adresse mail et mon Twitter. Je peux vous transmettre éventuellement aussi des documents que moi j'ai. Et si vous souhaitez, je peux même vous transmettre des quiz que j'ai déjà réalisés. Voilà. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail j.françois@arnivel.be ou me suivre sur Twitter et je réponds aussi évidemment dans les fils de discussion ou par message privé sur mon identifiant François J2604. Voilà, je cède la parole Alors, merci à beaucoup à toi, François Julien. qui Je suis clôturera certain que tous nos participants ce auront premier envie de webinaire. tester Et je vous BookWidgets remercie de pour votre préparer leurs attention. leçons et pour évaluer leurs élèves. Moi-même, j'ai beaucoup utilisé BookWidgets dans mes classes, surtout pendant mes 5 dernières années comme prof à Blankenberg, pour les tests, les devoirs, les examens et tout ça. Je n'étais pas le seul d'ailleurs, une trentaine de profs le faisaient aussi. Et je dois t'avouer, on en parlait au début, euh, en attendant à Blankenberg, il y a eu des inspections et ils se sont tous très bien déroulés, donc tout s'est bien passé. Sachez tous que Julien donne aussi des ateliers plus approfondis par rapport à BookWidgets, comme il vient de le dire. Donc si votre école est intéressée à organiser une formation de ce genre, n'hésitez pas à prendre contact avec nous chez Lab9. Peut-être que Christophe pourrait noter l'adresse email education@lab9.be. Comme ça, si vous êtes intéressé, on peut organiser ça par l'intermédiaire de l'espace formation Anaïtis. Et comme ça, vous pouvez peut-être voir Julien chez vous, à l'école, pour donner une formation plus personnelle. Si aussi vous avez envie de tester BookWidgets et d'avoir une clé de licence gratuite, comme Julien l'a dit, pour 3 mois, vous pouvez très bien prendre contact avec lui sur son adresse email et sur son Twitter. Et puis Julien, je ne sais pas, je vais encore te donner une fois la parole. La semaine prochaine, tu es de nouveau parmi nous pour un webinaire. Est-ce que tu pourrais nous raconter ce dont tu vas parler à ce moment-là? Peut-être qu'à ce moment-là, on pourrait organiser un webinaire un petit peu plus long. Aujourd'hui, c'était Oui. en effet 1 heure maximum, mais peut-être qu'on peut aller vers 1 heure, 1 heure et demie. Laisse-nous savoir ce dont tu vas parler la semaine prochaine, et moi je dis à tout le monde au revoir et merci. Mais merci à toi François. Alors pour la semaine prochaine, je vais vous proposer donc la création très simple d'une page web pour vos élèves et je vais me baser sur l'application Adobe Spark Page euh, qui, vous allez le voir, vous permettra à vous en tant qu'enseignant de créer de petites pages web pour vos étudiants, mais aussi par la suite certainement vos étudiants pourront également en réaliser facilement. Euh, pour moi, c'est une bonne alternative au keynote habituel parce que fatalement en ligne. Euh, et, euh, et donc c'est un support super intéressant qui fait partie de la suite Adobe Spark et qui est accessible gratuitement pour les enseignants, avec toute une série d'outils euh, à disposition pour pouvoir implémenter votre page web, Ok, et ce super, sans merci avoir Julien. Alors je de dis à tout le connaissances monde à la particulières semaine prochaine si vous êtes en intéressé. HTML ou Et quoi que ce soit. l'heure C'est vraiment sera différente, hyper donc ce n'est pas intuitif. à 10 heures le matin comme aujourd'hui, mais on le fera à 17 heures. Donc peut-être que ce sera plus accessible pour plusieurs personnes. Donc je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.